Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous parlerons de Diapason, le festival musical indépendant qui aura lieu bientôt à Laval. Vous aimeriez mettre de l'avant de saines habitudes alimentaires dans votre école? Bien, on va vous dire comment faire pour vous inscrire dans un programme qui pourrait vous mériter entre 1 000 et 15 000 $ pour le faire. Vous êtes de nouveaux parents et votre fibre écologique est mise à rude épreuve à cause des couches jetables. Eh bien, nous parlerons de l'Ange bleu, des couches lavables clés en main. Et puis, à notre nouvelle chronique techno, on va parler du iPhone 6. Est-ce que vous devriez vous le procurer ou sauter votre tour? L'édition de la semaine du 5 octobre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Pour une 3e année consécutive, les marchands Métro offrent un programme qui a pour nom Croque Santé, dans lequel ils vont offrir quelques 1 million de $ en bourse à des écoles primaires et secondaires du Québec qui vont promouvoir de saines habitudes alimentaires. Pour nous en parler, nous avons la porte-parole de Métro, Geneviève Grégoire. Bonjour, Geneviève. Bon matin. Bon matin. Il y a eu 2 précédentes éditions à Croque Santé. Oui. Parlez-moi de ces premières éditions-là pour voir justement avant d'arriver à la 3e. Bien, en fait, peut-être pour vous dire, Croque Santé, on l'a lancé en 2012. C'est un programme qui vise les saines habitudes alimentaires. Alors, ce sont les écoles qui inscrivent des projets dans lesquels les jeunes vont pouvoir s'investir pour acquérir des saines habitudes alimentaires. Alors, effectivement, on l'a lancé en 2012. Donc, cette année, c'est la 3e édition. 1000 bourses de 1 000 $, vous l'avez dit. Alors, c'est 1 million $ pour les saines habitudes alimentaires. Ça permet aux jeunes d'acquérir des nouvelles connaissances, de découvrir la nourriture, de toucher, de cuisiner. Hein. Donc, on fait des cours en classe? Ça dépend. Et c'est là où l'originalité des professeurs fait des miracles. On reçoit toutes sortes de projets. Il y en a exemple, des potagers extérieurs. Parfois, ça va être aussi des potagers intérieurs. Alors, on fait pousser des fèves, des germes. Oui, c'est ça. Oui, bon, c'est ça, voilà. Et beaucoup d'ateliers de cuisine pour faire découvrir la nourriture, pour faire... Parfois, c'est des nouvelles saveurs, des nouveaux fruits et légumes moins connus, pour aussi contrer la rigidité alimentaire chez les jeunes. Alors, toutes sortes de projets comme ça. Puis oui, les ateliers sont assez populaires, justement, parce que c'est en faisant découvrir aux jeunes, quand ils le cuisinent eux-mêmes, c'est là où ils vont être plus tentés d'y goûter. Là. Qu'est-ce qu'on essaie de développer chez Métro avec ces programmes-là? Bien, Métro, la nourriture est au cœur de nos activités, bien évidemment. Alors, c'est pour ça que notre programme vise les saines habitudes alimentaires. On sait que, bon, l'obésité est un problème de plus en plus présent au Québec, au Canada. Oui, c'est vrai. Et voilà, et la santé, c'est très, très jeune que les enfants vont acquérir. Oui. Hein? Puis la palette de goût, il faut l'élargir le plus tôt possible. Oui, voilà. Sinon, on devient steak, patate, blé d'Inde. Enfin, je dis ça de même, là, mais on va être assez rigide. Oui, puis tout dépend des milieux aussi. Il y a des enfants qui ont moins accès. Les parents sont pressés, ils cuisinent de moins en moins, ou en tout cas peu. Oui. Donc, ce programme-là a beaucoup de sens. Va permettre à des enfants de découvrir que la nourriture saine, c'est bon. Hein? Ça goûte bon et c'est plaisant. Exactement. Oui, c'est plaisant à préparer. Quoi la différence? Parce qu'il y a des bourses entre... la majorité, c'est 1 000 $ qu'on va donner, mais ça peut aller jusqu'à 15 000 $. Je vous explique. Oui. On donne 1000 bourses de 1 000 $. Au mois d'avril, on tient un concours sur notre page Facebook. On choisit 5 projets finalistes et qu'on trouve originaux, qui ont une belle pérennité dans le temps et qui ont beaucoup d'impact. Ces 5 projets-là seront sur Facebook durant 2 semaines et ce sont nos fans, les fans de la page Métro, qui vont voter pour leur projet préféré. Et c'est ce projet-là, cette école-là, qui nous a représenté ce beau projet-là, qui va se mériter une super bourse de 15 000 $. C'est beaucoup de Ça ressemble à quoi, quand je vous dirais, une initiative d'une école? On en a beaucoup, beaucoup. Une fort intéressante que je vois là, parfois dans les projets qui nous sont soumis, ce sont des ateliers de cuisine, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce sont des enfants, alors il faut les attirer avec des choses qui vont les intéresser. Qui vont les amuser. Oui. Souvent, les professeurs vont intégrer des thématiques. Alors, bientôt, c'est l'Halloween. Alors, on voit toutes sortes de projets rentrer qui vont mettre en scène les citrouilles, les courges, ou qui vont, par exemple...
toute la classe ensemble. Puis parfois, c'est des bouts de chou. Hein? On a des maternelles 4 ans là, qui vont avoir la chance de réaliser un projet cette année. Donc voilà, oui, donc en lien avec les thématiques de l'année. Halloween, Noël, Saint-Valentin. Confectionner des collations santé pour montrer que c'est pas seulement les friandises qui peuvent faire plaisir. Et ça, c'est partout au Québec? Partout au Québec. Toutes les écoles? Toutes les écoles, dans un rayon de 50 km, situé dans un rayon de 50 km d'un métro ou d'un Super C, mais comme on est à la grandeur du Québec. Là, Vous avez gagné en 2013 le prix Dux. Oui. C'est quoi ce prix-là? Dux, ça a été mis sur pied cette année-là, d'ailleurs. C'est pour les entreprises, c'est pour faire rayonner la saine alimentation auprès des entreprises. Alors, il y avait des distributeurs qui s'inscrivaient, parce qu'ils avaient réduit le sel, par exemple, dans un de leurs produits. Nous, on a gagné pour Croque Santé, pour la communication de la saine alimentation. On était très, très fiers de ça. Je vous l'ai dit, l'impact est grand. Hein? C'est des milliers de jeunes. C'est 1 million de dollars, mais qui en vaut tellement plus. Qui en vaut vraiment beaucoup. On a des centaines de livres de recettes, des ateliers, des potagers qui ont vu le jour là, grâce à Métro là, dans les 3 dernières années. Puis le concours, c'est pas terminé. Hein? Ça a commencé en septembre. On peut s'inscrire d'ailleurs dès maintenant. croquesanté.metro.ca. Exactement. C'est sur ce site-là que les professeurs ou les éducatrices ou le personnel enseignant peut inscrire leur projet sur croquesanté.metro.ca. Ils peuvent aussi s'inspirer avec les projets des dernières années qui ont été acceptés. On peut tout voir ça. Oui, parce peut-être qu'on peut penser que ça peut être bien compliqué, mais dans le fond, quelquefois, une initiative toute simple peut justement faire un bout de chemin. Absolument. Si ça vise les saines habitudes alimentaires, habituellement, c'est accepté. Alors, je vous rappelle, croquesanté.metro.ca. Vous allez sur ce site Internet, vous allez avoir tous les détails, justement, pour s'inscrire. La période d'inscription, ça va jusqu'à... Ça se continue jusqu'au 27 mars 2015. Toutefois, c'est premier arrivé, premier servi. On est victime de notre succès. Là. Les bourses s'envolent à une vitesse folle. On en a déjà plusieurs centaines de projets qui sont rares. Bon, bien, faites vite. Oui, faites vite. Merci, Geneviève. Merci. Merci surtout de votre implication avec la chaîne Métro. Tout le plaisir est pour nous. Nous recevons Manon Lennon du Club Rotary Laval Rive-Nord, qui est une organisation composée de plusieurs bénévoles et qui a une mission très particulière. Bonjour, Madame Lennon. Bonjour. Je vous laisse présenter, en fait, c'est quoi le Club Rotary? OK. Le Rotary, à travers le monde, c'est 34 000 clubs. 34 000. 34 000 clubs, 1,2 million de gens qui veulent faire le bien dans le monde. Comme vous. Ah oui. Et comme je vous disais tout à l'heure, hors d'onde, c'est tous des anges qui font partie du Club Rotary. Puis ce sont des bénévoles. Des bénévoles, oui. Et c'est quoi la mission exactement du Club Rotary? Nous, on est là pour aider les autres. Donc, à toutes les semaines, le Club Rotary de Laval-Rive-Nord, on se rencontre pour un petit déjeuner. On prend des nouvelles de tous et chacun. La présidente nous donne les nouveautés, les demandes d'aide qu'elle a reçues. Ensemble, on regarde comment on peut faire une différence. Donc, moi, je suis à Laval et j'ai pas d'argent, admettons, ou j'ai des problèmes personnels ou peu importe. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous contacte et puis je dis quoi? Au secours, aidez-moi. Bien, si vous allez sur le site Rotary Laval-Rive-Nord, vous allez voir qu'on a plusieurs programmes. Puis là, si vous avez une situation particulière, en général, c'est les organismes qui aident beaucoup de monde qui viennent nous voir. Si vous m'appelez, vous dites, regardez, comme j'ai eu une dame qui venait de l'étranger et puis son container avec tous ses meubles était gardé aux douanes, je sais pas trop quoi. Fait que là, j'ai dit, regarde, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. OK? OK. Donc, c'est un réseau de contacts aussi pour s'entraider. Est-ce que vous pouvez concrètement aider quelqu'un en l'aidant financièrement, par exemple? Non, on n'est pas une banque. Non, c'est ça. Donc, non, on n'est pas une banque. Mais on peut donner de l'argent pour ce... Bien, par exemple, le relais communautaire de Laval. Eux, ils aident beaucoup de personnes démunies. Ils leur fournissent de la nourriture, des vêtements, des meubles. Fait que nous, on fait le 7 novembre, on va faire un vin fromage avec eux. Puis tout l'argent qu'on va lever lors de la soirée, on va la donner au relais. Fait que nous, on donne au relais. Puis le relais donne à beaucoup. C'est ça qu'on aime faire. Et si on veut faire des dons, on va sur le site de Club Rotary Rive-Nord. Laval-Rive-Nord. C'est Club Rotary Laval Rive-Nord. C'est rotary-laval-rive-nord.com. Et on peut faire des dons en ligne. Bien, on n'a pas de numéro de charité encore. Fait qu'on vous dirait, venez à notre vin fromage, puis donnez au relais, puis eux, ils vont vous donner un reçu. Et on peut s'offrir pour faire du bénévolat également. Oui. Vous avez toujours besoin de bénévoles. Là, j'ai surtout besoin de bénévoles pour la Journée mondiale
Parlons-en contre la polio le 24 octobre. Le vendredi 24 octobre, c'est 24 la octobre. journée clé et surtout de ça dont vous vouliez me parler. Donc, qu'est-ce qui va se passer à cette journée mondiale contre la polio? Bon. La polio, vous devez tous vous en souvenir. Vous avez un mononcle ou quelqu'un dans votre classe qui a eu la polio à un moment donné. Dans les années 50, il y avait une épidémie à Montréal, à Québec. C'était affreux. Et puis là, en 79, il y a un club Rotary qui a dit on va aller aux Philippines pour on va donner plein de vaccins, toutes dans la même journée, pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça a eu beaucoup de succès. Ça a éliminé beaucoup de cas de polio. Fait qu'en 85, le Rotary international, il a dit on promet à la planète qu'on va éradiquer la polio. Et c'est presque fait. Oui, dans ce temps-là, tout le monde a dit ils sont malades, là, écoute, là, c'est une grosse affaire, ça. Mais en 88, l'Organisation mondiale de la santé a dit sais-tu, ça a bien de l'allure, ça. Puis UNICEF, ils ont dit on va vous aider. Puis le CDC d'Atlanta, ils ont dit nous aussi, on va vous aider. Fait que là, ça, là, cette affaire-là, ça l'a créé. Parce que dans le temps, là, il y avait 350 000 cas de polio par année dans 125 pays. Et là, Là, au c'est moment à où je vous peine- parle, là, aujourd'hui, là, il reste de la polio dans 3 pays. Afghanistan, Pakistan, Nigeria. Faute de moyens Puis, financiers, à date, depuis le 1er janvier, il y a eu 201 cas. Fait qu'on est parti de 350 000 par année à 201 aujourd'hui. on peut dire mission accomplie. C'est pas accompli. Presque. Presque. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la H1N1, hein? Je le prends-tu ou je le prends-tu pas, mon vaccin? Au Pakistan, c'est la même affaire. Ils disent, bon, bien, les Blancs, ils veulent vacciner nos enfants. Je lui fais-tu confiance ou je lui fais pas confiance? C'est la même affaire. Fait qu'il faut créer de la confiance pour que... Mais en attendant, il faut vacciner tous les enfants. Puis si vous prenez l'avion, demandez à la clinique de santé voyageurs si vous devriez refaire votre vaccin polio. Parce que celui qu'on a eu quand on était petit, bien, il n'est peut-être pas aussi fort qu'on pense. Tout à fait. Et en terminant, si on veut faire des dons pour justement éradier la polio, est-ce que c'est www.npolio.org? Oui, puis vous Ouais. l'avez en 7 langues. Vous choisissez la langue de votre choix, puis vous cliquez, puis là, ça coûte 60 sous protéger un enfant contre la polio. 60 sous le vaccin. Ouais. Mesdames et messieurs, Madame Lennon, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Mais le 24 octobre, venez nous aider. On va être dans toutes les stations de métro, train, autobus. On va avoir des petits feuillets à donner. Ça va être une super belle journée. Super belle journée pour éradier la polio. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, ici Saint-Miline. Ce soir, on est au lancement tant attendu de cette nouvelle compagnie, Département technologique Xelis, pour vos besoins en informatique et télécommunications. Notre mission s'est définie avec une plus grande précision, celle de repousser les limites de la qualité dans la prestation des services offerts et relever encore plus haut la barre de l'expérience client. Alors, on est ensemble avec les associés de cette nouvelle entreprise Xelis, qui est en fait un mariage de 2 entreprises qui étaient déjà existantes, dont GT Innovatech et Innovit. Alors, je vous présente sans plus tarder M. Alexandre Rudolph, Sylvain Brunel et M. Patrick Turcotte. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Alors, c'est une façon de festoyer aujourd'hui en grand parce qu'on a fait le mariage de ces 2 compagnies pour donner Xelis, une compagnie d'informatique et aussi de communication. Alors, qu'est-ce qui vous diffère des autres compagnies? En fait, c'est que maintenant, on est en mesure d'offrir aux petites et moyennes entreprises des services de téléphonie d'affaires et de réseautique de façon intégrée, unifiée et synchronisée, ce que peu arrive à faire aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant. C'est ça sur quoi on a développé notre force, en fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette nouvelle entité-là qui, je crois, alors, va faire toute la différence auprès de notre clientèle cible. La clientèle cible, c'est l'entrepreneur qui a une petite entreprise autant qu'une moyenne entreprise. Il n'y a pas de trop petite entreprise pour faire affaire avec vous.
Non, de plus en plus, il y a quelques années, quand on remonte auparavant, les gens se freinaient à vouloir s'informatiser ou à vouloir embarquer dans les technologies. Aujourd'hui, de plus en plus, les gestionnaires d'entreprise, peu importe la taille de l'entreprise, sont conscients que c'est un outil de travail qui est incontournable. On a juste regardé les gens qui ont tous des iPhones, qui communiquent, et c'est un peu la même chose en entreprise. Et donc, la personne soit deux et que ce soit un travailleur autonome ou qu'il soit jusqu'à 40, 50 ou 60, l'informatique prend une grande place et c'est devenu un poste de dépense important dans une entreprise. Auparavant, on était des firmes où on arrivait avec nos solutions dans notre coffre à outils et on avait un peu les mêmes solutions pour tout le monde. Aujourd'hui, ça change. Toutes les organisations sont totalement différentes. Donc, on arrive, la première chose, c'est de vous écouter. C'est quoi les besoins? Quels sont aussi vos défis en tant qu'entreprise? Quel est votre objectif? Et en fonction de ça, nous, avec notre vaste connaissance des solutions qui existent sur le marché, bien, on monte des scénarios. On peut aller vers telle option, telle option, telle option. Alors, ce n'est pas toutes les options en informatique qui sont bonnes pour toutes les entreprises. Ça dépend vraiment du modèle et des objectifs, peu importe la taille de l'entreprise. C'est là aussi, en nous regroupant comme entreprise, c'est qu'on a des offres de services qui ont permis, en fin de compte, d'offrir encore plus large. Avant, on parlait d'un poste, d'un serveur localement. Aujourd'hui, nous, on a des serveurs hébergés qu'on offre le cloud. Mais le cloud, nous, on sait où est-ce qu'ils sont nos serveurs. C'est pas du cloud de n'importe où qu'on achète sur Internet, qui est aux États-Unis ou en Chine. C'est nos serveurs, c'est des installations. Donc, on les supporte. Autant on offre Mais le départ, c'est réellement quand on dit dans Xélis, département de technologie, c'est qu'on est là en consultation. Et les ressources, après, vont venir selon vos besoins. L'informatique, la téléphonie, les technologies, c'est une chose qui doit être budgétée. Il ne faut pas que ça arrive comme un « je dois dépenser » que je ne l'ai pas prévu. Nous, notre fonction, c'est de prévoir avec les gens sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Voici ce qui s'en vient. Donc, la centralisation, gestion des licences, gestion du parc informatique, renouvellement. Donc, consultation auprès de nos clients pour leur dire « ça doit faire partie de votre budget ». Sinon, ça devient à quelque part un choc quand on arrive, parce que là, c'est pas prévu, ça devient une dépense, ça devient un irritant. Un irritant en informatique, là, il y en a déjà d'autres on ne s'appelle pas... D'où la proactivité. Exactement. C'est une façon d'être proactif. Donc, planification budgétaire, planification des... On sait que la technologie, c'est pas éternel, malheureusement, ça va vite. Il faut remplacer rapidement, donc il faut le prévoir aussi. Il ne faut pas faire un investissement puis penser que ça va être très longtemps. Donc, tout ça, c'est un accompagnement qu'on fait auprès des entreprises, peu importe encore là leur dimension. Vous êtes localisé à Laval et vous desservez le Grand Montréal. Donc, on parle de la Rive-Sud, de Laval et de Montréal et aussi de la Rive-Nord, ce qui est quand même très, très grand. Au niveau de l'hébergement, on s'en va où à ce moment-là? Parce qu'on parlait d'hébergement qui était resté chez vous. C'est le fun parce que c'est justement quelque chose, en tant qu'entrepreneur, on veut être sûr au niveau de la sécurité. On n'est pas trop certain, le fameux cloud. Pour vous, à ce moment-là, est-ce qu'il y a juste une place où on héberge ou il y a plusieurs places au cas où il y aurait quelque chose qui arrive? C'est les normes de base. On dit à nos clients que c'est important d'avoir des sauvegardes, d'avoir de la redondance. Alors, comme entreprise, si on n'a pas de redondance, on serait un peu ridicule. Hein? Donc, on a 4 sites, nous, qu'on utilise, différents sites à travers le Québec. Donc, autant au niveau de nos sauvegardes qu'on fait chez les clients, qui sont eux aussi en redondance, des serveurs qu'on héberge qui sont en redondance. Donc, on minimise au maximum, en fin de compte, la possibilité d'être sur une panne. Parce que dans les normes qui sont, c'est pas tous à la même place. C'est pas 4 centres un à côté de l'autre. On parle qu'on va de Drummondville jusqu'à Toronto, nos centres qu'on prend pour nos serveurs. Donc, on disait aussi, rapidement là-dessus, on disait tantôt qu'on dessert le Grand Montréal, c'est vrai, mais avec le contrôle à distance, à présent, 95 de nos interventions sont faites à distance, sans même avoir à se déplacer. Donc, les cônes oranges, les ponts et tout ça, on vit pas ça. On est capable de répondre rapidement aux clients en se connectant à distance à ces infrastructures. On a même des clients qui ont des succursales à Québec, à Toronto, et on n'a jamais eu besoin de se rendre sur place pour être capable de soutenir ces gens-là quand même à distance. Bien, écoutez, il n'y a rien de tel que d'avoir une compagnie qui est bien protégée et qui a une communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut sauver des centaines, voire des milliers de dollars. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre temps. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Mesdames et messieurs, la nouvelle compagnie Xélis. Aujourd'hui, pour la chronique Art et spectacle, je reçois Jean-François Rioux, qui est adjoint à la programmation de la 9e édition du concours Diapason. Bonjour, Monsieur Rioux. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du concours Diapason et cette année, c'est une nouvelle version.
Exact. Comme j'expliquais, je dois souvent expliquer en fait, c'est que le festival et le concours se sont divisés maintenant afin de faire rayonner les deux séparément parce qu'un pouvait faire de l'ombre à l'autre en étant un peu plus éclaté parfois. Fait qu'on a juste décidé d'éloigner les deux événements, en faire un festival et continuer à faire le concours l'automne. Puis ça, c'est un festival, je pense, de musique émergente. Donc, on veut découvrir des nouveaux artistes, de la nouvelle musique. On essaie de les faire découvrir dans des attraits aussi un peu plus fun. On va essayer de mettre notre cachet dans les salles de spectacle. Si les salles ne se présentent pas, on va en découvrir des nouvelles salles. On peut faire des spectacles dans des buanderies, on peut faire des spectacles dans des restaurants. Par contre, pour le concours, ça va tout se passer à la Maison des Arts de Laval. OK. Et là, ça a lieu du 16 octobre au 18 octobre. Exact. Alors, la programmation ressemble à quoi? On part avec le 16 octobre. Le 16 octobre, c'est une journée pour l'artiste, donc pour l'artiste indépendant qui veut en savoir plus sur sa future carrière, qui va pouvoir rencontrer des panélistes de tous les niveaux, autant des agents de spectacle, des moyens de se financer pour faire un album, des artistes qui sont passés par là, des bookers. Donc, c'est une journée de formation complète. OK. Où il va avoir tous les renseignements qu'il veut. Ça, c'est tout le monde qui a accès à ça ou c'est seulement les gens qui sont inscrits au... Les artistes qui désirent s'inscrire. OK, qui désirent s'inscrire. Exact. C'est limité. Donc, c'est les premiers inscrits, bien sûr, qui vont pouvoir participer à la journée. Il y a même des repas, des 5 à 7 réseautages. Tout est inclus dans cette journée-là. Puis ça a lieu à la Maison des Arts de Laval? Le 16, de 9 h le matin jusqu'à 5 h. Ouais. Parfait. Et la soirée spéciale Diapason, qui est le 17 octobre? Ça, c'est avec un de nos partenaires qui donne un des plus gros prix lors de la soirée concours, une résidence d'une semaine à la Maison de la Culture Mercier, à Montréal. Eux nous ont offert de faire une soirée avec tous les coups de cœur de Diapason des dernières années. En fait, on avait juste 3 qu'on pouvait prendre. Donc, on a pris 2 gagnants, soit Fireworks et The Great Novel. Et on a pris également un coup de cœur de vitrine d'il y a 2 ans qui s'appelle Chéri Chéri. Puis, on a concocté une belle soirée qui va avoir lieu gratuitement à la Maison de la Culture Mercier à Montréal. Mais il faut réserver. C'est gratuit, mais il faut juste réserver sa place. Parfait. Et il y a la 3e soirée, qui est la soirée du concours avec Danny Placard qui est là. Ça, c'est le 18 octobre. Ça, c'est notre gros party. On a fait des auditions tout l'été pour trouver 5 groupes qui vont être finalistes pour gagner 25 000 $ en prix. Donc, 5 groupes vont se battre un peu pour essayer d'aller chercher ce prix-là, convaincre les juges que c'est eux qui doivent mériter ce prix-là. Et après, pendant la délibération des juges, il va y avoir Danny Placard qui va venir présenter son nouvel album Santa Maria, qui est génial d'ailleurs. Et puis après ça, question de fêter tout ça, il va y avoir un groupe qui s'appelle les Deux Luxe, puis on va faire un petit barbecue avec ça. Ah, OK. Ça fait que c'est une belle soirée, là. Une grosse soirée. Une grosse soirée. Puis là, pour le concours, c'est pas juste des gens de Laval, hein? C'est quand même la région de couvre un petit peu plus. 50 des musiciens doivent provenir de Laval-Laurentides-Lanaudière, donc c'est le bassin. On prend toutes les langues également. Donc, on est un petit peu plus ouvert que beaucoup d'autres, mais principalement, le 50 doivent provenir de Laval-Laurentides ou Lanaudière. OK. Puis là, c'est des gens aussi, c'est pas pour tout le monde, c'est à partir de 18 ans, parce qu'il y a beaucoup de talents plus jeunes, mais malheureusement, c'est de 18 à 35 ans. Exact. Et là, il est trop tard pour s'inscrire maintenant, là, pour ça, là, il est trop pour tard la pour cette saison édition. 2014. Exact. En mars, ça sera pour l'édition 2015 de l'automne 2015. OK. Puis à ce moment-là, il y a un autre aussi, il ne faut pas oublier le 3 octobre. Le 3 octobre, c'est un spectacle qu'on va... Tranquillement, dans l'année, on fait des petits spectacles ponctuels gratuits. Question de faire patienter le monde jusqu'au vrai et gros événement festival estival qui va avoir lieu en juillet 2015. OK. Et on peut voir Philémon Simon. Vendredi. Ça a été votre coup de cœur. Bien, peut-être pas vous, là, mais c'est un des grands disques francophones cette année, probablement, peut-être même le meilleur, honnêtement, avec son disque L'été qui est paru en début d'année. Super beau disque. Avec ça, Philémon a été chercher le prix Félix Leclerc pour les meilleurs textes. Puis ça paraît, c'est super bien travaillé. Puis quel genre de musique que c'est, ça? C'est un petit indie rock un peu, comment je pourrais dire, de proximité. Je trouve que tu sens qu'il est près de toi quand il chante ses textes, puis c'est super beau ce qu'il dit. Alors ça, c'est où, le 3 octobre? C'était la bibliothèque Sylvain Garneau dans le Vieux-Saint-Rose. C'est aussi gratuit, sur réservation. Parfait. Alors, toute l'information pour la programmation est sur le site festivaldiapason.com. Il y a beaucoup d'informations. Exact. On vous souhaite un beau festival, un beau concours, parce que là, c'est pas la même partie. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une différence entre les deux. Exact. Et merci d'être venu nous rencontrer. Merci beaucoup. Cet été, un peu partout, il y a eu la tournée La Virée Rose. La Virée Rose, c'était une campagne de sensibilisation pour la santé du sein.
Et pour nous en parler, nous avons la directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec, Mme Francine Cléroux. Bonjour, Mme Cléroux. Bonjour, M. Rémy. Comment ça a été cette tournée-là de la Virée Rose et peut-être juste un peu nous l'expliquer? La Virée Rose est la plus grande offensive de sensibilisation et d'éducation jamais réalisée au Québec et la Fondation, nous en sommes très fiers. Alors, il s'agit d'un véhicule récréatif qui a été spécialement conçu et aménagé pour l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce véhicule récréatif-là? Il y a du matériel éducatif, il y a des vidéos interactives, des jeux interactifs, des quiz et il y a aussi, ce qui est très important, des seins prothétiques qui permettent aux gens de déceler et de comprendre ce que pourrait être un signe avant-coureur d'un cancer du sein. Ça, c'est la première fois que vous faites ça? La toute première fois, effectivement. Et la décision que nous avons prise en organisant cette virée, était d'aller à la rencontre des femmes sur leur terrain. Alors, nous allons arrêter à une centaine de villes cet été, de villes et de villages. Alors, je dis cet été parce que notre tournée va se terminer à la fin octobre. Ça, à la fin octobre, nous avons démarré au mois de juin. Alors, nous aurons, à la fin de la tournée, visité plus de 100 villes et accueilli plus de 15 000 personnes. Est-ce que ça a permis, en cours de route, de détecter justement des cancers? Tout à fait, tout à fait. Alors, on a eu quelques témoignages, entre autres, de femmes qui ont été, suite à la visite, référées à leur médecin. Et d'autres, une autre en fait, au moins, qui nous a informé qu'elle avait été détectée et que si elle n'avait pas été dans le véhicule récréatif, elle n'aurait pas su identifier son symptôme. J'ai lu que 80 des femmes ne s'auto-auscultent pas. C'est énorme. Oui. Alors, 80 des femmes ne pratiquent pas ce que l'on appelle l'auto-observation des seins. Oui. Exactement. Alors, pourquoi? Parce que plusieurs ne savent pas quoi faire. Plusieurs ne savent pas comment le faire. D'autres ne connaissent pas les symptômes et certaines ont peur de ce qu'elles pourraient découvrir. Alors, je pense que c'est très, très important. Surtout qu'on a maintenant, lorsque l'on regarde les statistiques, il y a près de 20 des femmes atteintes qui ont moins de 50 ans. Et on sait que le programme de dépistage du gouvernement s'adresse aux femmes qui ont 50 ans et plus. Donc, plus tôt on découvre la possibilité d'avoir un cancer, plus on peut donc guérir ce cancer. En fait, guérir ou avoir des traitements qui sont moins invasifs. Ouais. Alors, les chances, naturellement, de survie peuvent être améliorées. C'est quoi, justement, la courbe du cancer du sein au Québec? Est-ce qu'elle est en régression ou en progression? Elle est, en fait, il y a encore 6 000 femmes au Québec par année qui sont atteintes du cancer du sein. Alors, ça, c'est une femme sur 9. Et de ces 6 000 femmes-là, il y en a 1 300 qui en décèdent encore. Alors, c'est beaucoup trop. On n'a pas encore vaincu le cancer du sein, puis je pense qu'il faut continuer cette lutte-là. Maintenant, le taux de survie, parce que je pense que c'est important de le mentionner, qui était de 71 en 1974 et maintenant de 88 en 2008. Alors, on a encore un 12 de femmes qui décèdent. Alors, c'est pour ça que c'est important de poursuivre, non seulement dans l'éducation et la sensibilisation des femmes, mais aussi dans nos investissements dans la recherche. Bon, je sais que la caravane va être ici à Laval, entre autres, je vais vous le mentionner, le 9 octobre de 16h à 18h30. Ça va être au Pharmaprix du 334 boulevard Curie-Labelle à Laval. C'est absolument gratuit. On touche des femmes de quel âge à quel âge? On invite les femmes à aller, justement, à cette virée rose. Écoutez, toutes les femmes sont invitées. Il y en a qui viennent même avec leur conjoint parce que je pense que c'est important de soutenir les femmes dans ce geste-là. C'est un petit 5 minutes qui fait en sorte que vous allez passer au travers de la caravane. Nous avons des ambassadrices qui sont spécifiquement formées par la Fondation, qui aident les gens à passer au travers tout le matériel éducatif. Et puis, par la suite, ces gens-là repartent un petit peu mieux outillés. Si j'ai des inquiétudes, j'ai des questions, est-ce que je peux, sans aller à la Virée Rose, avoir vos services avec la Fondation du cancer du sein? Tout à fait. Alors, j'invite les gens qui ont des questions, des inquiétudes, à téléphoner à la Fondation du cancer du sein du Québec. Nous avons des gens spécifiquement formés pour aider la population, aider les femmes qui ont des questions, mais aider aussi les conjoints qui sont aux prises avec une femme qui vient d'être détectée et qui ont des inquiétudes et qui aimeraient discuter avec quelqu'un pour savoir comment gérer la situation. D'ailleurs, si vous allez en ligne, si vous avez l'Internet, il y a Observation des seins avec, bien sûr, au pluriel.org ou rubanrose.org. C'est très détaillé. Si jamais on a quelques inquiétudes, on peut aller aussi sur cette page-là. Tout à fait.
et avoir toutes les informations. Alors, je rappelle, donc, jeudi 9 octobre, 16h à 18h30, au Pharmaprix, 334 boulevard Curie-Labelle à Laval. C'est absolument gratuit. Et cette initiative-là va revenir, c'est sûr. On l'espère. Nous sommes en train d'évaluer actuellement la portée de l'initiative cet été et puis une recommandation sera faite très prochainement. Est-ce qu'un jour, on va, je veux dire, éradiquer le cancer du sein? On le souhaite et c'est pour cela que l'on travaille si fort à la Fondation. On s'approche tranquillement. Oui. Mais Merci. on n'est pas encore rendu. Non, c'est ça. Donc, il ne faut pas lâcher le combat. Merci, Francis. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau chroniqueur Jean-Philippe Leroux qui nous parle aujourd'hui du nouveau iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Amélie, ça va bien? Très bien. Dans le fond, je vais préciser que toi, tu vas nous parler de technologie, des nouveaux trucs qui sortent et tout ça. Et bon, le nouveau iPhone 6, est-ce qu'on doit se le procurer ou on doit sauter notre tour? Je me suis renseigné avec différents spécialistes du milieu, puis on me dit pour l'instant peut-être d'attendre un peu. Les prix sont très élevés, ça vient d'être lancé depuis le 19 septembre dernier. C'est sûr aussi que si on est pro iPhone, c'est sûr et certain qu'on va vouloir se lancer dans celui-là. En même temps, si on possède le 5S, ça fait encore le travail. C'est ça, je me disais, j'ai le 5, j'ai pas vraiment besoin de me le procurer. Pas tant que ça. Il y a quelques nouveautés, spécificités, mais c'est pas majeur en tant que tel. Donc, est-ce que tu es prêt à débourser vraiment davantage pour ce nouveau modèle? Reste à voir. Et je posais la question aussi avec ceux qui sont avec Android. Est-ce qu'on est tenté de faire le saut chez Apple avec ce téléphone-là? Pas encore. Alors, c'est très drastique. Hein? Ouais. C'est soit on est fan d'Apple ou Android, et puis c'est irréconciliable. Voilà. Mais c'est ça. Il faudrait peut-être attendre un petit peu que les prix baissent et de voir aussi, il y en a qui me parlaient déjà du 6S, ou en tout cas du modèle qui va suivre. Est-ce qu'on va l'avoir amélioré davantage, avoir eu des correctifs sur ce modèle-ci? On verra ça. Il y a toujours des petits bugs au début comme ça, donc peut-être attendre la prochaine génération. Oui, Faut pas se faire avoir. Mais quand tu parles de prix, est-ce que c'est significativement plus cher que le iPhone 5? Quand même. En tout cas, pour l'instant, le iPhone 6 16 GB, il est 750 $ sans abonnement. Et ça va pour le 6 Plus avec 128 GB, 1080 $. 128 gigs, c'est nouveau, ça? C'est beaucoup, c'est nouveau, effectivement. Et là, il faut dire, par contre, que ça, c'est sans abonnement. C'est-à-dire que si on s'abonne, bien sûr, on a besoin d'un abonnement, sur 2 ans, le prix coupe environ de moitié. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Ça coûte quand même un bon 600 $. Mais je crois que c'est ça que j'avais payé mon iPhone 5. Faut il y a budgéter. 2 ans, donc... Ouais. Les vrais fans d'Apple, ils vont faire le sacrifice, je pense. Mais Exactement. ça reste à voir. Exactement. Et puis, tu avais des anecdotes à nous raconter par rapport à des vidéos que tu as vues en ligne. Il y a des trucs qui ont été vus des millions de fois depuis le lancement. C'est tellement drôle. Ça a débuté avec un des premiers qui l'a acheté. Alors, sort du magasin, tout fier de montrer à une reporter son téléphone en question, arrive pour ouvrir la boîte et il échappe le téléphone. Et là, tout le monde alentour, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! » Alors, ça fait rire, effectivement. Et le téléphone a comme ouvert en deux. Mais c'est tellement devenu viral que peut-être qu'Apple a donné un autre téléphone, tout simplement. Il faudrait faire une suite à cette histoire-là, effectivement. C'est intéressant, effectivement. Ça n'a pas terminé comme ça. Il y en a eu d'autres également. Il y a une espèce d'infopub. On a voulu les mettre en compétition, la compétition, c'est-à-dire un Note de Galaxy de Samsung, et on a mis le iPhone 6 Plus dans un mélangeur, dans un blender, voir s'il y en a un qui résistait. Et c'est tout à fait ridicule parce qu'évidemment, les deux terminent en poussière. Alors, on voulait démontrer qu'un n'est pas plus solide que l'autre nécessairement. C'est ridicule. Donc, c'était assez comique. Puis apparemment que ça se plie, cette affaire-là. Oui, ça, c'est une autre affaire aussi. Une rumeur qui voulait que si on le garde trop longtemps dans notre poche, le téléphone finit par courber un peu. Alors, il y a un gars qui a décidé de faire un test, voir si effectivement on pouvait le plier, mais là, en même temps, il force. C'est sûr qu'une des spécificités de ce nouveau téléphone, c'est qu'il est encore plus mince. Et c'est assez surprenant. Il faut le dire quand même, là, avec les composites d'un téléphone comme celui-là, de réussir à faire ça de plus en plus petit. Alors, le gars, tout simplement, il le prend, il force dans le milieu et le téléphone va vraiment plier. Alors, je pense pas qu'il y ait eu un remboursement à ce niveau-là. Très bizarre, mais ça. effectivement. Et puis, le iPhone 6 Plus, la spécificité, c'est que
il est plus gros, là, ça ressemble plus à un Samsung Note. Exactement. Donc, c'est pour aller chercher ces clients-là. Bien, c'est comme tu disais en entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on aime un ou l'autre. Si on préfère Android, on va prendre le Note, et si on préfère Apple, on va aller peut-être chercher ce 6 Plus-là. Un écran de 5,5 pouces, c'est quand même assez énorme. À noter aussi dans les nouveautés intéressantes pour ce téléphone-là, les lentilles pour la caméra ont été améliorées et le stabilisateur optique également. Alors, c'est 8 mégapixels. Il y en a qui vont dire que c'est pas suffisant. Par contre, ça fait tellement de belles photos maintenant et on est en mesure de faire du montage avec ça. Alors, de plus en plus, on délaisse l'appareil photo standard et ça, les gens vont être vraiment contents avec ce nouveau modèle-là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ton verdict, si on est un méga fan ou qu'on est avec le iPhone 4S, on peut peut-être se laisser tenter, mais sinon, gardons le iPhone 5. Moi, je préférais attendre un peu. Quand c'est un nouveau produit, de toute façon, comme n'importe quel nouveau produit, parfois on a de la petite difficulté où les prix sont plus élevés. Alors, juste attendre un peu ou voir comment Apple va réagir avec la suite des choses. Et là, on pourra prendre une décision finale. Et ça vient d'experts, c'est même pas moi qui le dis. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Bien gentil. Merci, Amélie. On est présentement à l'école de Mers pour parler du programme Acti-Récré, un programme où les enfants organisent des activités pour une cour d'école en harmonie. Je suis présentement avec Marie-Soleil Lapierre, enseignante, et aussi Édith Dubé, éducatrice spécialisée. Le programme Acti-Récré, c'est quoi en fait? C'est des activités organisées par les enfants, par les enseignants? C'est les élèves qui, à la base, c'est structuré un peu par l'adulte, c'est-à-dire Marie-Soleil et moi, et M. Jean-François Trottier, qui n'est pas ici aujourd'hui. C'est structuré un peu. Par contre, c'est les enfants qui animent, qui organisent, qui disent, qui vont aller encourager dans leur classe, voir à participer, à aller voir régler les conflits. Et c'est eux, après ça, qui gèrent s'ils veulent faire, comment ils veulent terminer, s'ils veulent faire une compétition à la fin ou comment ils veulent... c'est eux, après ça, qui gèrent. Nous, on donne un cadre. Puis ça, c'est quelle activité, dans le fond, qui est organisée? À l'école de Mers, on a décidé de choisir le soccer. Je sais que dans les autres écoles, ils ont plusieurs sports, mais à l'école de Mers, c'est le soccer uniquement. Puis pour revenir à l'autre question, très tôt dans le projet, on leur dit que c'est leur projet, qu'ils doivent être entraîneurs, arbitres, peu importe, mais c'est leur projet. Donc, si ça fonctionne, c'est grâce à eux. Si ça ne fonctionne pas, bien, c'est eux aussi qui doivent se sortir un petit peu de cette situation-là avec notre aide. Là, on voit que les enfants sont fébriles aujourd'hui. C'est pas comme ça à l'habitude. Normalement, l'activité est mieux organisée. Les gens sont vraiment à leur place. Ça joue bien, là. Il y a un terrain qui ça va jouer. Souvent, c'est les élèves qui doivent aller chercher ou aller chercher des participants aussi, là. C'est eux qui fonctionnent, c'est eux qui cherchent à avoir un terrain animé. Puis qu'est-ce que ça a amené comme changement dans la cour d'école? Parce qu'on dit que ça amène un peu plus d'harmonie, ça structure les choses, sont mieux préparées, mieux organisées, au lieu de rien faire pendant la récréation, parce que ça a lieu pendant la récréation. Oui. Bien, ça amène beaucoup d'autonomie pour les élèves qui sont arbitres ou entraîneurs. Ça amène aussi les élèves à être structurés, donc moins de chicanes, moins de probabilité de conflits entre eux. Puis ça apporte aussi, c'est ça, de l'harmonie, de l'empathie, de la sympathie. Puis nous, en classe, par après, ceux qui participent, les classes, c'est repris pour les habiletés sociales, pour montrer aux gens, aux élèves à grandir, à évoluer avec tout ça, malgré leur échec ou leur réussite. Tout mélanger ça pour voir qu'est-ce qui réussit. Puis, est-ce qu'ils sont choisis, recrutés ou c'est par base volontaire à ce moment-là? C'est sûr que la classe est choisie au départ, au début de l'année, mais encore là, on demande aux élèves, est-ce que ça vous intéresse? Si les élèves nous disent non, ce qui n'est jamais arrivé, s'ils nous disent non, le projet n'a pas lieu. Après ça, c'est sur une base volontaire. On demande des entraîneurs, on demande des arbitres. On demande des responsables de matériel, des responsables de statistiques. Donc, c'est sur une base volontaire. Mais comme ils ont été joueurs les années passées, ils savent un peu comment ça fonctionne, puis ils ont le goût d'arriver en 6e année pour pouvoir s'impliquer. Donc, en général, on a des volontaires. Pour les joueurs, ce sont aussi des volontaires. On passe dans les classes, il y a un entraîneur qui se présente, qui dit « Bien, moi, j'aimerais beaucoup ça, que tu viennes dans mon équipe cette année ». Et par classe, on sépare les garçons, les filles, ça fait 2 équipes. Puis on joue interclasse comme ça. Donc, tout est sur une base volontaire.
Bon, on va aller voir un peu sur le terrain, voir justement les rôles un peu de chacun, voir comment ça fonctionne. On va aller parler aux enfants. Parfait, merci. Et là, je parle avec Alexandre. Alexandre, toi, ton rôle dans ça, c'est quoi? Dans Acti-Récré, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je suis responsable chef de ma classe, puis je suis aussi arbitre pour les filles du terrain orange. OK. Puis qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu dois faire dans ce temps-là? Il faut juste regarder la balle souvent, puis siffler quand il y a des buts, quand c'est hors-jeu, quand il y a des fautes. Puis toi, pourquoi tu as voulu t'impliquer dans ce programme-là? Parce que c'est le fun d'entraîner des jeunes, puis en même temps, tu peux apprendre des leçons de vie. OK. Ça t'amène d'expérience? Ouais. Est-ce que tu sens que tu as grandi un peu en faisant ça? Ouais. Oui. Alors, tu vas continuer encore, là? Tu es en quelle année? 6e année. Donc, c'est ta dernière année. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais ça cette année? Non, je l'ai fait l'année passée. OK. Donc, tu as aimé l'expérience et tu continues? Oui. Est-ce que tu encourages les autres écoles à faire la même chose? Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ça amène dans la cour d'école? Est-ce que tu as vu quelque chose que ça améliore là, au niveau du comportement dans la cour d'école? Ben ouais, ça apporte un peu plus de joie puis moins de conflit un peu. L'année passée, j'étais à l'école Ville-Mère. Ben, j'étais pas à l'école Ville-Mère. J'étais à l'école Ville-Mère, j'animais à l'école Ville-Mère. Puis à la fin de chaque récré, souvent, la responsable arrête pas de nous dire, ben, il y a moins de conflits sur la cour, comme on dirait quand vous êtes là. Maintenant, je parle avec Asma et Jamie. Et vous, vos rôles dans la Acti-Récré, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, moi, c'est de jouer au soccer puis gagner des points d'harmonie. Oh, mais c'est quoi des points harmonie? C'est quand tout le monde participe bien. Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Moi, c'est entraîneuse pour les filles. OK, puis de quelle façon tu t'impliques là-dedans? Ben, moi, j'encourage mon équipe, là, puis ben, je me... C'est comme la leader de l'équipe, dans le fond. Ouais. Ah, puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, c'est cette année que j'ai commencé. OK. Est-ce que tu es en 6e année? Oui. Est-ce que tu conseilles à d'autres écoles de faire la même chose, ceux qui n'ont pas ce programme-là? Ben oui, c'est super le fun. Tu sais, à place que les jeunes, ils restent assis debout pendant la récré à rien faire, ben eux, tu sais, ils s'amusent, puis tu sais, ils ont du fun là, avec leurs amis. Fait que c'est super le fun pour eux, puis pour nous, là, aussi. Alors là, maintenant, j'ai Tristan et Anne-Julie. Dites-moi chacun, quel est vos rôles dans le Acti-Récré ici? Moi, c'est arbitre entraîneur pour les garçons. OK. Et toi? Moi, je ramasse les comptes, puis aussi je les amène dehors. Et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce programme-là? Parce que en même temps, on peut arbitrer les jeunes pour plus les connaître, puis en même temps, ils peuvent se faire de nouveaux amis avec les 6e puis d'autres. Et toi, pour quelle raison tu t'es impliqué? Pour aider, parce que sinon, je faisais pas grand-chose de mes récré à part jouer au ballon poteau. Donc, c'est valorisant, c'est motivant. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez à une autre école qui n'a pas ce programme-là? Peut-être que ça serait avantageux pour eux. Qu'est-ce que vous diriez? Bien, on leur dirait que ça les aiderait à se faire des amis, à montrer des techniques un peu plus compliquées aux plus jeunes, puis des affaires comme ça. Ben moi, je dirais pas mal la même chose. Oui. Fait que vous encouragez les autres écoles à faire pareil, d'avoir des activités organisées dans la cour d'école. Ah, ben c'est bien. Fait que merci à vous de vous impliquer. C'est vraiment un beau projet ici. Bravo. Acti-Récré, un programme pour une cour d'école en harmonie. Un programme que les jeunes vous conseillent d'implanter dans vos écoles parce qu'ils l'apprécient beaucoup. L'Ange Bleu est un organisme à but non lucratif qui s'impose comme une alternative durable et réaliste aux couches jetables. Et la directrice générale de l'Ange Bleu est avec nous, Sarah Damani. Bonjour. Bonjour. Contente de te rencontrer. Bien, pareillement, contente d'être là. Et dis-moi donc, en fait, c'est quoi l'Ange Bleu exactement? En fait, l'Ange Bleu, c'est un service clé en main. Donc, quand on dit clé en main, c'est de location, livraison et entretien de couches lavables. Donc, c'est destiné aux services de garde, d'abord à Montréal et puis depuis peu en Montérégie et à Laval. Et ce qu'on fait, c'est qu'on offre un service complet donc de livraison et de location de couches lavables qui décharge entièrement le personnel éducateur. Et lorsque, justement, dans les CPE, ils louent les couches qu'on va vous montrer à l'instant, parce que c'est absolument magnifique, ça arrive en un gros groupe, là, beaucoup de couches. Là, ça arrive dans des boîtes, oui. C'est fait en fonction du nombre d'enfants qui adhèrent au service, parce qu'on propose quand même l'alternative aux parents. Ce n'est pas un service qui est obligatoire. Par contre, on incite fortement les parents à adhérer au maximum. Et donc, c'est livré dans des boîtes comme des couches jetables, par exemple. Okay. Et les éducatrices les utilisent exactement comme des couches jetables. À la fin de l'utilisation, elles les mettent dans des seaux
que nous, on récupère, qu'on envoie en entretien et qu'on relivre par la suite au service de garde. Et c'est vraiment les services de garde qui paient pour le service, c'est pas les parents? En fait, les services de garde facturent les parents pour le service. Okay. Donc, de la même façon qu'ils facturaient des couches jetables, on fait juste transférer ce budget-là vers des couches lavables. J'ai pas d'enfant, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, le processus, mais ça va dans quelle gamme de prix? Là? Parce qu'en fait, ça revient à peu près au même que les couches jetables. Au même, parfois même moins cher. Tout dépend de la marque de couche qu'utilisait le parent avant. Mais on est sur un prix comparable. On a vraiment cherché à démocratiser complètement la couche lavable. Il faut comprendre que c'est un produit qui est quand même dispendieux. C'est un investissement de départ pour un parent normalement. Donc en favorisant la location, on étale un peu les paiements et ça permet vraiment ça devient un achat ponctuel comme des couches jetables. Donc il n'y a pas de différence en termes de budget. Et en fait, on va vous les montrer, je les trouve absolument magnifiques. On a plein de couleurs, plein de grandeurs, donc ça va à tous les âges. Et c'est quoi exactement le but de tout ça? L'avantage d'utiliser les couches, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a énormément. D'utiliser les couches réutilisables. Il y en a plusieurs. Un, déjà pour le confort de l'enfant, parce qu'on parle d'un produit qui est naturel, qui est sain, donc qui n'est pas irritant. C'est doux. C'est très doux. Agréable au toucher. Et pour les fesses des bébés, c'est quand même plus confortable qu'une pâte blanchie au chlore. Au niveau économique aussi, comme on disait, c'est quand même plus avantageux pour les parents à l'utilisation. Nous, notre principale mission reste quand même environnementale. Notre principal impact est environnemental. On détourne énormément de déchets. Les services de garde génèrent, 80% de leurs déchets sont des couches. Donc, en basculant aux couches lavables, on élimine quand même 80% de leurs déchets. Et en termes de chiffres, nous, mensuellement, c'est à peu près 30 000 couches jetables chaque mois qui sont détournées des sites d'enfouissement, avec 47 CPE. Et ça prend des années et des années, ça, à se désintégrer. Ça prend des siècles même, on parle de des 500 siècles. ans. Oui. Et là, moi, je vois ici comme chiffre, le Québec enfouit 600 millions de couches par an dans la terre. Exactement, oui. On parle de 60 000 tonnes de déchets, c'est complètement fou. C'est le 3e déchet en importance dans nos sites d'enfouissement. C'est encore considéré comme un déchet ultime. En proposant des couches lavables, on arrive à démontrer que c'est pas un déchet qui peut se retrouver dans nos poubelles, c'est un déchet qu'on peut complètement éliminer. Et dans les services de garde, par exemple, le personnel éducateur constate directement, donc ils avaient des montagnes de poubelles. Et en adhérant au service L'Ange Bleu, finalement, c'est des sacs de couches qui sont lavés et réutilisés. Et pour chaque couche qui est lavée, en fait, ça fait une couche de moins enfouie dans la terre. Exactement. Et c'est pas peu dire. Là. Non, pas du tout. Et en fait, 24 couches, une couche lavable remplace à peu près 250 couches jetables. Donc, on peut réutiliser 250 fois cette couche-là. Et je vois déjà les gens, peut-être à la maison, qui se disent « Oh, je sais pas, c'est un petit peu dégoûtant, qui sont un peu réticents à l'idée d'adopter ce genre de couche-là. » Qu'est-ce que vous leur diriez? C'est exactement la même chose qu'une couche jetable. Je veux dire, à partir du moment où on n'est pas dégoûté par la couche de son enfant, c'est quand même naturel. C'est quand même votre enfant. Exactement. Ça va en machine, ça se lave très, très bien. Ça se sèche sur une corde à linge, ça se sèche dans une sécheuse traditionnelle. En termes d'utilisation, franchement, un parent qui utilise des couches jetables peut très facilement utiliser des couches lavables. C'est la même chose. Et on peut l'acheter quand même? On peut l'acheter. Nous, on privilégie davantage la location parce que c'est quand même plus abordable pour les parents. Donc, d'étaler les mensualités plutôt que d'investir $600. Surtout qu'on a des nouveaux parents, des fois, qui sont très emballés à commencer des couches lavables. On leur dit d'essayer pendant quelques mois, de s'habituer à une certaine routine et puis s'ils veulent les acheter par la suite, ils pourront l'acheter. Et pour ceux qui nous regardent et qui veulent faire affaire avec vos services, on vous contacte comment? Vous pouvez nous contacter, en fait, avoir de l'information sur notre site Internet. L'angebleu.com. L'angebleu.org, www.langebleu.org. OK, très important. Parce qu'on est un organisme. Oui. Et ou nous contacter aussi. Et sur notre page Facebook, on est quand même actif. Donc, si les parents ont des questions, ils peuvent toujours nous contacter. Et ce numéro, 514-727-3848. Exactement. L'angebleu.org. Très important. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Amélie. On a beau critiquer notre société, mais n'empêche que notre filet social fait l'envie de bien des pays. Pour nous parler d'entreprises d'insertion, nous avons l'ex-députée de Sainte-Rose et notre collaboratrice régulière à Laval et compagnie, Suzanne Proulx. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Éric.
des entreprises d'insertion. Est-ce qu'il manque un mot? Est-ce que c'est d'insertion sociale? Est-ce que c'est ça qui manque? On peut dire d'insertion socio-professionnelle. En fait, oui, ce sont des entreprises qui accueillent des jeunes, en général entre 16 et 18 ou 16 et 35 ans, qui sont éloignés du marché du travail pour toutes sortes de raisons, qui peuvent avoir des problématiques sociales, souffrir d'isolement, des jeunes là, qui en ont arraché dans la vie. Ou de sous-scolarisation. Tout à fait. Alors, il nous arrive dans une entreprise d'insertion parfois avec un secondaire 1, secondaire 2. Souvent, ils n'ont jamais même réussi à garder un emploi. Ils ont vivoté là, de job-in en job-in, comme on dit. Et ils ont surtout jamais eu la chance véritablement de vivre un succès, de se rendre au bout de quelque chose. Alors, nous, on leur offre à travers une expérience d'un véritable emploi, une entreprise d'insertion. Les jeunes qui nous arrivent, ils ont le statut de travailleur. Alors, ils sont payés, ils reçoivent leur chèque de paye, ils viennent livrer une prestation de travail, mais on les encadre, on les forme, on les aide pendant un parcours qui dure 26 semaines à mieux s'outiller pour ensuite se chercher un emploi. Donc, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on sait sur quoi on est. Donc, c'est la moitié d'une année, hein, 26 semaines. 26 semaines. C'est pas du cheap labor. Est-ce qu'on paye ces gens-là au même prix que les autres? Oui, on paye ces gens-là au salaire minimum. Ce n'est pas du cheap labor, il faut le voir vraiment. Vous savez, l'objectif, c'est de mieux les outiller. C'est de leur faire développer des compétences pour ensuite devenir autonomes dans leur recherche d'emploi et pouvoir, après ça, faire leur chemin au niveau professionnel. Il y a quelques 5 ans d'entreprises d'insertion. Écoutez, je vais vous dire quelques chiffres comme ça en passant. Ça va vous donner peut-être une idée du portrait. 3 000 personnes formées annuellement. 72 des travailleurs qui sont formés entre 16 et 35 ans. Un taux d'insertion de 75 quand même. Plus de 1 000 employés deviennent permanents, 42 millions de dollars qui sont générés par la vente de produits et de services, un chiffre d'affaires de 90 millions et 5 millions de dollars de retour dans la collectivité. Donc, de là l'importance. Mais moi, si je suis une entreprise, quel est l'avantage pour moi d'engager des gens qui sont, disons, plus difficiles à engager? Oui. Ce que vous venez de décrire, là, des entreprises d'insertion, on est au cœur de ce qu'on appelle l'économie sociale au Québec. L'économie sociale, ce sont des entreprises, c'est tout un secteur économique qui vise non seulement la rentabilité économique et financière, mais aussi la rentabilité sociale. Donc, à travers le parcours dans une entreprise d'insertion, ces jeunes-là vont développer des aptitudes au travail pour devenir ensuite intéressants pour un employeur qui peut se dire, bien, écoute, là, j'ai un jeune. Au moins avoir quelque chose sur le CV d'expérience. Oui, oui. Et j'ai un jeune qui a été encadré, supporté, qu'on a formé pendant 6 mois dans un métier. Il y a des entreprises d'insertion dans toutes sortes de domaines. Par exemple, je peux vous parler d'une entreprise d'insertion qui s'appelle Bois Urbain et qui a une quinzaine d'ébénistes formateurs qui accueillent une 50aine de jeunes durant l'année et on les forme pour devenir des apprentis ébénistes. Donc, quand on dit former, c'est aussi, n'oubliez pas qu'on part de loin avec ces jeunes-là, c'est aussi leur apprendre à acquérir des habitudes de travail. Oui. Ils doivent se rendre tous les matins, ils doivent arriver à l'heure, ne serait-ce que prendre l'habitude de se lever, de faire toute la routine le transport, le transport, de respecter les règles, de respecter le patron, de respecter les consignes au travail, les consignes de santé et sécurité au travail, notamment dans l'ensemble des entreprises, c'est toujours des éléments importants. Qui se qualifie, justement, pour cette insertion-là? En fait, il faut respecter la limite d'âge. Il y a certaines entreprises d'insertion qui vont aller plus dans les 18-30 ans, d'autres vont aller jusqu'à 45 ans. Il faut être éloigné du marché du travail. Alors, il faut avoir un profil qui fait en sorte qu'on n'est pas prêt actuellement à intégrer avec succès le marché du travail régulier. Quand vous dites éloigné, c'est pas éloigné géographiquement. Non, c'est éloigné dans le sens sous-scolarisé, dans le sens d'aucune expérience de travail. Difficulté parfois avec certains comportements, certaines attitudes. Donc, ce qui fait en sorte qu'une entreprise d'insertion puisse vraiment être utile et faire en sorte que la personne chemine, évolue et développe, soit mieux outillée pour intégrer réellement le marché du travail par la suite. OK, on a parlé de 75 de taux de réussite. Ça veut donc dire qu'il y a 25 qui passent à travers les mailles du filet, là. Oui, c'est sûr qu'on ne réussit pas à tout coup.
En même temps, dans une entreprise d'insertion, il y a toute l'intervention socio-professionnelle. Donc, on a des gens qui sont là, sur place, pour aider le jeune à régler ces problématiques qui peuvent être autres, Donc, des problématiques. De l'aide psychologique? Tout à fait. Des travailleurs sociaux, des spécialistes en intervention scolaire et professionnelle. Peut-être des gens qui ont des problèmes de consommation aussi. Oui, il y en a, ça arrive. Donc là, on va les référer aux ressources du milieu. Donc, une entreprise d'insertion est toujours bien ancrée dans son milieu et va pouvoir référer les jeunes à d'autres ressources externes. Et à la fin, on offre, extrêmement important, un stage. Donc, il y a toujours... Le parcours se termine par des méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Alors, c'est une formule où on va les appuyer vraiment dans leur recherche d'emploi et notamment les aider à se trouver un stage. Est-ce qu'en ce moment, le taux, je vous dirais, de gens qui font appel à ces services-là augmente ou diminue? La clientèle ne va pas en diminuant, la clientèle va en augmentant. Et plus les entreprises d'insertion sont connues, plus les clients arrivent, cognent à nos portes. Alors, les gens doivent réellement passer une entrevue, faire valoir leur profil et les portes leur sont ouvertes. Prendre leur vie en main pour la changer. Voilà. Alors, pour information, collectif.qc.ca, il y a là toutes les informations. On fait appel directement au collectif, c'est ça? On peut faire appel directement au collectif. On peut passer par son centre local d'emploi, son CLE, et on peut se cogner directement aux portes des entreprises d'insertion. On va trouver la liste sur le site du collectif des entreprises d'insertion. Bien, merci de nous avoir fait découvrir justement ces entreprises d'insertion. Ça m'a fait bien Merci, plaisir. Suzanne. Merci. À la prochaine. Certainement. Nicolas Vincent Poirier vous le dira, les films qui sortent à ce moment de l'année ne sont pas nécessairement de méga blockbusters. Mais est-ce que le film Le Justicier, version française de The Equalizer, a réussi à faire son petit bout de chemin ce week-end? Ben oui, il a réussi. Il a bien réussi. Le budget, c'était 52 millions. C'est quand même petit comparé à d'autres choses qu'on a vues durant l'été. Et le film a atteint 55 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. Donc, je suis pas mal sûr que d'ici une semaine au moins, ils vont arriver égal-égal, puis le film va commencer à va rentrer dans les profits. On l'a tous déjà vu, ce film-là, mais des fois... mais c'est pas Denzel d'habitude. On aurait pu le voir un moment donné avec Russell Crowe ou Mel Gibson ou Steven Seagal, mais là, à cette heure, c'est Denzel Washington. On comprend que c'est un ancien agent secret, un ancien policier. En tout cas, il était spécial. Il fait toujours le même rôle, finalement. C'est ça, il joue lui-même. C'est ça, il est très spécial. Bon, il peut tuer quelqu'un avec à peu près n'importe quoi, puis il y a des tactiques très intelligentes et tout ça. Et on comprend que sa femme, elle est décédée. Pourquoi? Comment? On n'est pas trop sûr, mais bon, mais ça, c'est un bon côté parce qu'on ne revient pas dans le passé. Tu sais, le genre de film où le gars, il veut cacher son passé, puis là, on voit des flashbacks, lui, heureux avec sa femme, puis tout à coup, c'est des méchants qui tuent sa famille, puis là, ils se vengent, puis... On vient tout mêler. On a déjà vu ça aussi dans le Punisher, c'est la base de l'histoire, le Punisher. Et ce film-là, je pense que si Steven Seagal aurait été aussi hot qu'il l'était dans les années 80 et 90, c'est lui qui aurait eu le rôle. Parce que l'histoire du film, Le Justicier, justement, c'est ce personnage-là qui est mystérieux. En tout cas, on comprend en tant que spectateur qu'il est mystérieux, qu'il a un côté mystérieux. Mais pour tout le monde autour de lui, c'est quelqu'un de très banal, très ordinaire, normal, qui essaie d'aider sa communauté. Et finalement, on va comprendre qu'il y a des talents assez spéciaux quand il va venir en aide à une jeune prostituée qui se fait maltraiter par des gros méchants russes. Qu'est-ce que c'est original? Oui, tout à fait. Et ça, c'est seulement de bon cœur parce que c'est un être extraordinaire. Ah oui, non, c'est ça. Oui, ben oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on comprend qu'il s'est juré de ne pas utiliser ces talents-là qui proviennent d'on ne sait trop où. Et finalement, il commence à faire sa propre justice. Et ce qui est bien dans ce film-là, en tout cas, c'est très cliché jusqu'à date, comment je l'explique. Oui, je trouve que ça a l'air tellement original comme scénario. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup utiliser, une arme à feu ou des choses comme ça. Il utilise ce qu'il y a autour de lui. Bon, encore une fois, c'est encore un peu cliché parce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà utilisé, mais c'est quand même Antoine Fuqua qui a fait Training Day en 2001, où Denzel a gagné justement un Oscar comme meilleur acteur. C'est lui qui a réalisé ce film-là.
Et je te donne un exemple, c'est vraiment très sobre. Il n'y a pas nécessairement de grosses phrases clichés comme... I'll be back. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de grosses phrases clichés nécessairement. Pour te donner une idée, on le comprend tous, à la fin du film, il y a toujours le gros méchant qui kidnappe quelqu'un puis amène-toi à telle place, sinon on tue tout le monde. Il y a ça partout et c'est exactement pareil dans celui-là. Et en général, on voit le héros se dépêcher puis s'armer puis tout ça. Non, pas là-dedans, parce que dans ce film-là, le personnage que Denzel interprète, il prend les transports en commun. Il n'y a pas de voiture. Oh, regardons ça, c'est le fun. Après l'appel qu'on attend tous, viens-t'en, sinon on tue tout le monde. Il prend l'autobus. Donc, il n'y a pas de scène interminable de poursuite de voiture. Il n'y en a pas. J'ai haï ces scènes-là, Nicolas, tu le sais. Je le sais. Il n'y en a pas. Et au lieu d'utiliser, comme Rambo ou n'importe quel autre héros dans un film d'action, des guns puis des bombes à la fin du film, non, lui, c'est avec des drills puis des guns à clous, tu sais. OK, bon, lui, il est low profile, comme on dit. Il est vraiment très low profile. Et ce qui est drôle quand même, c'est que pour la série télé, parce que c'est basé sur une série télé, les voitures Jaguar, c'est le seul deal qu'ils ont fait avec une émission américaine, c'était pour The Equalizer, la série télé des années 80. Et là, on aurait pu penser justement qu'ils vont faire ce deal-là aussi avec le film. Non, absolument pas. Encore une fois, Denzel Washington, il est dans les transports en commun, mais il va avoir une suite et c'est prévu depuis février 2014. Ben oui, il va avoir une suite, c'est sûr. Donc, il prévoyait avoir ce succès-là? Ah ben, c'est sûr, parce que le film était censé sortir au mois d'avril. Le film est 16 ans et plus. Un film de 16 ans et plus au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as déjà des divertissements pour toute la famille dans ce temps-là. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas séparer la famille, puis... Non, ça marche pas. Donc, moins gros potentiel d'argent, mais au mois de septembre, là, c'est plus nécessairement les films pour toute la famille. Donc, c'est un film qui a battu des records. C'est pas le plus gros box-office de tous les temps, mais par contre, c'est le film qui a rapporté le plus d'argent dans sa première fin de semaine, coté 16 ans et plus. The Equalizer. J'ai vu la bande-annonce et je trouvais que ça avait l'air un petit peu... En tout cas, ça avait l'air un peu ordinaire. C'est très honnête comme bande-annonce. C'est très honnête. C'est très honnête. Donc, si t'as pas aimé la bande-annonce, c'est pas bon. Va pas le voir en IMAX 3D. Bon, alors, regardez la bande-annonce d'abord The Equalizer, le justifié en français. Le justicier. Voilà. Merci, Nicolas.